never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. Vivre avec les VIH, c'est maintenant l'émission d'une heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment et pour parler des santé sexuelle et des préventions. Au micro, Cristina Rosati, de l'autre côté de la vitre, je salue les fidèles. Mohamed, bonjour Mohamed et bonne année à toi. Oui, merci bien. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Moi aussi, je vous souhaite mes meilleurs vœux et surtout la santé, quoi. Nous, on a déjà souhaité nos meilleurs vœux à l'antenne, mais bon, là, tu étais desaparecido pendant deux semaines. C'est pour les auditrices et les auditeurs et puis pour les gens concernés et tous ceux qui écoutent cette radio. Merci. Qui vibrent avec le cœur. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir au plateau deux membres du comité des familles. Bonjour Joël. Oui, bonjour à tous. Je vous souhaite aussi une bonne année. J'espère que ça sera la réalisation de tous les projets et puis surtout pour chacun et chacune d'entre vous, l'espoir de pouvoir avoir de nouvelles vies, de nouvelles expériences et surtout de réaliser les rêves les plus fous. Merci Joël et de même pour toi. Hein. Merci. Et merci aussi pour sa présence à notre Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour Christina et bonne année à tous les auditeurs. Et bienvenue au plateau de Vivre avec les VIH. Au sommaire cette semaine, nous présenterons les résultats de l'enquête sur les discriminations vécues par les séropositifs menée par l'association SIDA Info Service. Passerons ensuite aux annonces du cœur pour finir avec les infos de la semaine. Pour réagir à tout ce que vous entendez, vous pouvez nous appeler au 01 40 40 90 25 ou bien nous laisser un message sur le site comitédesfamilles.net. Nous avons également un Twitter VIH Radio et notre page Facebook Comité des familles. Comme vous l'avez entendu des titres, je salue Fanette Blaiseau, responsable observatoire de l'association SIDA Info Service. Bonjour Fanette. Bonjour. C'est un plaisir de t'avoir au plateau, surtout parce que les auditeurs de Vivre avec les VIH connaissent très bien votre association parce que tous les fois qu'un membre nous pose une question, un doute par rapport à une situation liée au VIH, nous donnons le numéro de l'écoute. Maintenant, je profite de ta présence, Fanette, pour nous faire une petite historique de l'association, juste pour commencer, pour introduire et pour nous donner bien sûr le numéro de l'écoute, si tu l'as par cœur. D'accord, alors merci. Donc SIDA Info Service, pour ceux qui ne le savent pas, a été fondé en 1990 par Pierre Knepp. Et le but, c'était de pouvoir soutenir les personnes infectées, leur entourage, leur famille, dans un contexte où la maladie était quand même, à ce moment-là, très, très grave et les traitements pas au point. Et petit à petit, le besoin est resté, donc de se faire écouter, de pouvoir se confier. Donc aujourd'hui, SIDA Info Service, c'est plusieurs lignes d'écoute. C'est le numéro de SIDA Info Service, il y a Hépatite Info Service, donc sur les questions liées aux hépatites. La ligne Azur, sur toutes les questions liées à l'identité sexuelle, l'orientation sexuelle et problématiques que peuvent rencontrer les jeunes dans leur vie intime. Et donc on a le téléphone, le chat, les mails. On a un forum aussi où les personnes peuvent s'exprimer. Et du coup, les numéros de téléphone, si tu ne te rappelles pas par cœur, je viens de les chercher sur Internet. C'est les 0800 840 800. Je devrais le connaître parce que vraiment, on les répète très, très, très souvent. Et je trouve que les écouteurs de SIDA Info Service, ils sont toujours vraiment à l'écoute. Ils sont très gentils, tous. Vraiment, j'appelle pour toute question parce que nous aussi, que travaillons dans ce domaine, on a quand même des questions. On a besoin d'être clair sur des points. Avec vous, on peut les faire.
Mais venons un peu au sujet de l'émission, parce que du coup, SIDA Info Service a récemment mené une enquête sur les discriminations vécues par les séropos, mais ce n'était pas la première enquête sur ce sujet. Oui, non, effectivement, c'est la suite d'une série d'enquêtes qui a été initiée à SIDA Info Service depuis 2002. Donc, qui a été répétée en fait, 2002, 2005, 2009, 2012. J'en oublie certainement une, pardon, j'ai plus l'année, mais en tout cas, là, c'est la 6e, en 2019. Et on veut voir justement comment évoluent les comportements par rapport aux discriminations que peuvent vivre les personnes séropositives. Donc, à échéance régulière, entre guillemets, on essaye de poser les mêmes questions en améliorant un peu en fonction du contexte actuel. Justement, est-ce que il y a le contexte actuel vous a porté à proposer ces questionnaires en ces moments avec des changements radicaux par rapport à avant ou pas? Alors, pas de changement radical parce que justement, on veut pouvoir faire une sorte de comparaison avec les années précédentes. Mais c'est vrai que, bon, depuis notre dernière enquête a été en 2012. Depuis, il y a eu tout ce qui se passe autour de la charge virale indétectable qui fait qu'on ne peut pas, qu'une personne à charge virale indétectable, séropositive, pardon, avec une charge virale indétectable ne transmet pas le VIH. Donc c'est quand même quelque chose de très très important dans le contexte actuel des personnes qui vivent avec le VIH. Donc on voulait aussi savoir si ce fait-là implique une baisse des discriminations vécues par les personnes séropositives. C'est peut-être la grosse question, la nouvelle grosse question de l'enquête, avec aussi la possibilité pour les répondants de développer un peu plus au niveau texte, de faire des commentaires. Plus. Et du coup, cette question, ça a changé ? Alors malheureusement, non, c'est pas une très très bonne nouvelle. La majorité, plus de la moitié des répondants, des personnes séropositives qui ont répondu, estiment que le fait qu'une charge virale indétectable implique de ne pas transmettre le virus ne fait pas baisser particulièrement les discriminations à leur encontre. Il y a 50 de mémoire, 54% quasiment des personnes répondantes qui pensent que ce n'est pas le cas. Alors après, il y a une vingtaine de pourcents qui préfèrent ne pas se prononcer. Et les autres, quand même, qui disent que oui, ils ont constaté une baisse des discriminations grâce à ce fait-là. On va sûrement y revenir parce que je trouve que c'est une question complexe parce que peut-être c'est aussi là le manque d'informations sur ce point qui porte à pas des changements par rapport à la discrimination. Mais je voudrais demander aux membres du comité des familles qui sont au plateau, Momo, Bernard, Joël, vous avez répondu à ces questionnaires? Quelqu'un de vous, il a fait? Joël? Oui, alors donc moi je sais que SIDA Info Service fait partie des structures, tout comme le comité que je suis depuis très très longtemps et qui ont été aussi l'artisan de ce que je suis devenu au niveau de la lutte contre le sida, c'est-à-dire de l'investissement, de la connaissance et puis aussi du partage de pratiques. En même temps, moi, j'ai participé pratiquement à toutes les enquêtes parce que je sais qu'on m'a envoyé souvent les correspondances. Et c'est vrai que moi, dans mon parcours personnel au niveau du VIH, j'ai rencontré, on va dire, pas la totalité des cas qui peuvent être exposés, mais surtout par rapport au travail, par rapport à la famille, où là, j'ai vécu vraiment ce qu'on appelle la discrimination pure et dure. C'était la mise à l'écart. Ça m'a coûté mon poste de travail à l'époque, tout simplement parce que une de mes directrices avait violé le secret médical. Donc, elle avait utilisé une autre identité pour pouvoir avoir l'information sur ma situation. Après, le problème qui se pose, c'est que, notamment sur ces enquêtes, je trouve qu'elles sont super bien faites et je pense qu'il est important qu'on puisse la diffuser le plus grandement possible et que chacun puisse aussi
essayer d'identifier cette discrimination, parce que le problème, c'est que la discrimination, elle est très difficile à mettre en place. On l'a subie, et souvent, lorsqu'on l'a subie, moi je me rappelle lorsque j'ai vécu ces années difficiles avec la banque, en fin de compte, on se demande si c'est la réalité, si on n'est pas fou, si on n'est pas dans un système qui est... on le prend pour soi, en fin de compte, on n'arrive pas du tout à mettre en place cette démarche. Et je sais que Sida Info Service et ACT UP ont été vraiment les artisans de ce que j'ai pu mettre en place lorsque j'ai attaqué la banque en diffamation pour exprimer ce que je vivais. Et quand on en avait parlé avec ACT UP et au téléphone avec Sida Info Service, on avait fait une sorte de bilan. Il y avait, je dirais pas une règle, mais voilà, moi je parlais par rapport à ce que j'avais vécu, et les points, en fin de compte, plus on avançait dans le discours, dans mon partage, et plus on se rendait compte que j'étais en plein dedans. Et j'étais tellement noyé dans cette discrimination et de cette mise à l'écart qu'en fin de compte, je m'en rendais pas compte. Donc, c'est pour ça, c'est toute la difficulté, en fin de compte, de cette mise à l'écart, parce qu'en fin de compte, on n'a pas les clés nécessaires. Et moi, j'avais la chance d'être dans le milieu associatif, donc ça me permettait aussi de pouvoir le dire et de l'exprimer. Et je pense qu'à un moment, quand on arrive, et c'est un peu le message que je vais donner, c'est qu'à partir du moment qu'on sent qu'il y a quelque chose qui cloche dans le relationnel et autres, il ne faut pas hésiter à en parler. Alors, Fanette voulait rajouter quelque chose ? Oui, non, je voulais juste aller dans son sens, parce que les témoignages des répondants vont parfaitement dans le sens de ce que vient d'expliquer Joël, sur aussi ce qu'induit les discriminations dans la vie des séropositifs, c'est-à-dire un manque de confiance en soi très important. Et juste, je me permets quand même de rappeler, parce que c'est le moment, la définition quand même de la discrimination sociale du dictionnaire. C'est la discrimination sociale, c'est un processus lié au fait d'opérer une distinction concernant une personne ou une catégorie sociale en créant des frontières dites discriminantes, c'est-à-dire produisant un rejet visant à l'exclusion sociale sur des critères tels que l'origine sociale ou ethnique, et évidemment l'état de santé, la religion, le genre et le niveau de son intelligence. Donc distinction, ça veut bien dire quelle qu'elle soit. Et les rappeler dans l'enquête, la définition des discriminations, parce que je me suis posé aussi la même question, que c'est quand même, il faut avoir déjà eu une réflexion et assumer la discrimination. C'est pas quelque chose d'évident, comme Joël le disait très bien. Oui, d'ailleurs, à ce propos, justement, une des premières questions qu'on pose aux personnes qui arrivent sur le lien du questionnaire, c'est: avez-vous le sentiment d'avoir déjà été victime de discrimination en raison de votre séropositivité ? Donc là, la personne a le choix de répondre oui, non, ou je suis pas sûre. Et justement, parce que c'est pas si évident que ça, de savoir si on a été, si on s'est senti vraiment victime de discrimination. C'est ça aussi qui produit le manque ensuite de confiance en soi, puisqu'on n'est pas très sûr, comme disait Joël, est-ce que je suis fou, Donc la réponse à la question je ne suis pas sûre permettait d'en poser une autre, c'est-à-dire est-ce que vous avez déjà eu le sentiment d'être rejeté on le formulait autrement, en raison de votre discrimination. Oui. On arrive quand même à 2/3 des personnes, 66%, qui répondent oui. J'ai déjà été victime de discrimination. Alors, Bernard, excuse-moi, il y avait Bernard qui voulait parler depuis tout à l'heure. Surtout, Bernard, il a répondu au questionnaire. Oui. J'ai répondu. J'ai essayé de répondre seul. Et je n'ai pas pu. Et je remercie Fanette qui a accepté de me consacrer environ 1 heure de temps, et on l'a fait ensemble. Mais j'aimerais que la prochaine fois, que ce soit un peu plus simplifié pour que le maximum de personnes. Et puis la durée aussi, était quand même pour moi relativement courte quand même. La durée de... C'était un délai de 3 mois, je crois. Oui, on l'a laissé en ligne 3 mois. 3 mois. Moi, je trouve que ce n'était pas suffisant. Mais tu as eu les sentiments, en répondant à ces questionnaires, de pouvoir vraiment expliquer ce que tu ressens, ce que tu vis dans ta vie ? Oui, heureusement, parce que j'étais avec Fanette. Tout seul, c'était pas aussi simple que ça. Oui. Donc la prochaine fois, je voudrais que ce soit un peu plus simplifié. Non, mais c'est bien de le savoir, que le délai soit un peu
Pourquoi pas 6 mois, par exemple? Et parce que pour évaluer sur une année, si on laisse trop longtemps en ligne Voilà, le questionnaire, ça fausse. Mais bon, on peut le revoir autrement. Il y avait une opportunité aussi que ce soit à l'international parce que c'était sur Internet. Mais c'était ouvert, tout le monde pouvait répondre. Ouais. Alors évidemment, bon, c'est quand même, on a quand même surtout des réponses de personnes qui vivent en France ou qui sont nées en France, mais des personnes qui vivaient à l'étranger ont pu répondre. On a un petit biais parce que, bon, à un moment, je le signale dans l'enquête, il y en a beaucoup de personnes de Nouvelle-Calédonie, enfin beaucoup par rapport à d'habitude, qui ont répondu. Et c'est parce que, justement, on a une personne responsable d'association en Nouvelle-Calédonie qui a fait le relais. On avait fait appel à des partenaires, justement, pour que le plus de personnes possible puissent répondre. Et donc, on n'a pas limité à la France en particulier. Hein. Momo, tu as eu la réponse à ta question, du coup. Ouais, moi, je voulais rajouter qu'il y a des gens, comme le disait Joël, qui se sentent très, très victimisés, qui préfèrent cacher qu'ils ont le VIH plutôt que de le déclarer, de peur d'être justement victimisés et on le stigmatise. Et déjà qu'ils se sentent, comme il dit, un peu culpabilisés, ils préfèrent le cacher plutôt que de dire qu'il est atteint par une maladie. Si, justement, ce processus psychologique contribue aussi au fait qu'on n'assume peut-être pas des fois qu'on est vraiment victime de discrimination. Tu as un peu déjà partiellement répondu, Fanette, mais je voulais savoir si vous visiez un public en particulier avec ces questionnaires. Est-ce qu'il était destiné à toucher tout l'éventail des personnes, ou vous avez un peu visé? Oui, non, là, vraiment, c'était vraiment toute personne séropositive pouvait répondre à l'enquête. Donc, il n'y avait pas de restriction du tout, non. Les questionnaires, ils étaient divisés par parties avec des objectifs en particulier? Ou c'était une unicum Là, je ne saurais pas exactement... Je suis pas sûre d'avoir... Parce que moi, j'ai regardé un peu les questions. J'avais l'impression qu'il y avait un peu une évolution dans les questions qui étaient posées. Oui, au départ, évidemment, on essaye d'avoir un peu le profil du répondant. Ça, c'est assez classique dans les enquêtes. Et puis, petit à petit, on essaye de savoir dans quel domaine ont été vécues les discriminations. Parce que, c'est en fonction des personnes, ça peut être dans plusieurs domaines, ça peut être dans un seul. Et ensuite, de savoir aussi de laisser le répondant s'exprimer via le texte en parlant de situations particulières. Ensuite, on arrive justement à la question des traitements, de l'ancienneté du diagnostic VIH, pour pouvoir aussi savoir quand est-ce qu'ont été vécues les discriminations, est-ce qu'elles sont récentes, parce que c'est ça quand même aussi le but, c'est de savoir, on sait bien que les discriminations vécues par les séropositifs, c'est pas nouveau, ça existe depuis le début. Le but, c'est de savoir avec le temps, avec les traitements, avec le fait qu'aujourd'hui on vit avec le VIH comme avec une maladie chronique, est-ce que ça diminue les faits, les situations discriminantes? Bon, force est de constater que c'est pas encore ça. Joël, tu veux intervenir? Oui, je voulais rajouter, et c'est très bien, c'est pour ça que ce travail est fantastique au niveau de SIDA Infoservice et de cette enquête, parce qu'en fin de compte, on voit quelque part, il y a une certaine, une certaine dévolution dans ce qu'on appelle cette discrimination, comme elle est pénalisable, on peut attaquer quelqu'un pour discrimination. Automatiquement, ce qui va se passer, et je suis un peu dans ce cas-là en ce moment, ça fait quelques années en arrière, et pareil, j'ai eu la même réflexion, je me suis posé la question, donc là je suis en train de rechercher un appartement par le logement social, par la mairie de Paris, et systématiquement notre dossier donc, est rejeté, sans motif. Et je me suis posé la question parce que notamment la ville de Paris a mis en place discrimination.fr il y a très peu de temps, et je me suis rapproché d'eux et expliqué ma situation sans indiquer que j'étais spécifiquement associatif, et donc voilà, j'étais un particulier hôte, et j'ai expliqué mon cas en disant la durée, les non-motifs de rejet, les mises, tout le système que je subis là par rapport à ce problème-là de logement. Et j'en ai parlé aussi à d'autres personnes autour via Facebook, via les forums, et je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres personnes qui rencontraient le même problème, c'est-à-dire des refus sans motif.
je lui ai posé la question et en fin de compte, le résultat, il a été un peu édifiant. Moi, j'ai été surpris. C'est que la personne que j'avais eue en communication m'a dit « mais vous êtes en situation de discrimination ». Et là, quand je leur ai expliqué que c'était... Alors, ce qui est quand même assez ubuesque, c'est un service qui a été créé par la ville de Paris, et par la ville de Paris, par Paris.fr, et en fin de compte, quand j'ai expliqué que c'était lié au système de prise en charge de location, Locannonce, par la ville de Paris, la personne m'a dit « mais ça n'empêche pas que la situation est quand même très proche de ce qu'on peut appeler de la discrimination ». Alors, il a utilisé un terme « latente », c'est-à-dire qu'en fin de compte, ce n'est pas de la discrimination pure et dure, mais c'est quelque chose qui est comment on peut dire Sous-jacente. Ouais, sous-jacent. Et celle-ci est plus vicieuse. Je terme vicieuse parce que c'est vraiment... aussi. Voilà. En pourcentage aussi. En pourcentage. Et en fin de compte, le résultat de tout ça, c'est que la personne m'a dit « mais écoutez, vous n'avez plus qu'à saisir le défenseur des droits ». Voilà. Ce que j'ai fait, j'ai envoyé, pareil, ma demande, j'ai envoyé ma démarche et tout, et j'ai été très surpris d'avoir un retour positif. C'est-à-dire que je me suis dit, mais quelque part, ça recommence. C'est-à-dire qu'on est... voilà, moi, je suis séropo depuis 92, j'ai eu quand même pas mal de galères et ainsi de suite. Et là, on est en 2019-2020, et la situation est la même. On se dit à un moment donné, mais quand est-ce que les personnes vont prendre conscience qu'à un moment donné... moi, je m'installe avec mon copain, ça fait 15 ans qu'on essaie d'avoir un appartement, j'en ai besoin pour mes soins, j'en ai besoin pour mon travail, et bien systématiquement, c'est néant. Donc, non, c'est juste pour reconnaître comme quoi tu es discriminé, mais après, c'est le parcours du combattant. Voilà, pour faire admettre que tu veux un logement exactement. ou un travail ou un prêt. Voilà. C'est délicat avec le VIH. C'est délicat et c'est vrai que... Et moi, comme je le dis souvent, ce que j'ai dit, c'est qu'à un moment donné, sur le travail que font SIDA Info Service et ACT UP sur cette... Moi, j'appelle ça de la sérophobie, en fin de compte, quelque part. C'est tout à fait ça. Et quand j'ai utilisé le terme, je l'ai nommé au niveau de ce service-là, mais ils sont montés au créneau en disant « bah non, attendez, il ne faut pas tout mélanger ». Alors qu'on est en plein dedans. Et c'est là que je leur ai expliqué qu'à un moment donné, je leur ai même donné des pistes pour qu'ils aillent réfléchir sur ce côté-là, parce qu'en fin de compte, ils m'ont remercié par la suite d'avoir transmis les liens, notamment de SIDA Info Service, ACT UP et autres, mais quelque part... il n'y a pas de résultat, ça n'avance pas. Peut-être, voilà, Fanette, tu peux... Oui, pardon. Bon, effectivement, au niveau des procédures judiciaires, hein, ça c'est quelque chose Bon, c'est une question qu'on a posée dans l'enquête. Est-ce que les personnes qui répondent oui au fait d'avoir vécu une discrimination ont engagé des procédures judiciaires ? Effectivement, c'est étonnant parce qu'elles sont très, très peu nombreuses. Il y en a dans l'enquête. Hein, bon, juste pour rappeler les chiffres, des fois, ça, on a eu quasiment 400 réponses au questionnaire. Voilà, je vais te poser cette question depuis le début, justement. Voilà, et on a donc 2/3 des personnes qui disent avoir vécu des discriminations. On a seulement 10 personnes qui ont engagé une procédure judiciaire. Ouais, et 7 qui envisagent de le faire. C'est trop long. C'est vraiment très peu. Alors, j'ai dit 2/3 des personnes qui estiment avoir vécu des discriminations. Je cherche le chiffre exact pour avoir une idée plus claire. Excusez-moi, je ne me rappelle pas, mais c'est autour de 260. Donc, est-ce que peut-être les personnes qui n'ont pas engagé une procédure judiciaire parce qu'ils sont dans le mensonge de leur état sérologique, c'est-à-dire ils ne le disent pas? Ça, malheureusement, on ne peut pas le savoir, mais je ne crois pas, parce que ce n'est pas le mensonge au niveau de l'état sérologique, enfin du statut sérologique, c'est plus... ça, on revient à ce qu'on disait au départ, c'est est-ce que vraiment j'ai été victime de discrimination ? Là, dans une enquête de ce type, la personne est derrière son écran toute seule, elle peut, à ce moment-là, elle peut s'exprimer, enfin vraiment... que ce soit oui ou non une discrimination, à la rigueur, ça n'engage à rien. Elle le dit, elle est toute seule. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, elle est derrière le clavier. C'est pour ça que je pense que c'est plus difficile ensuite, bon ça c'est mon avis personnel, mais de vraiment, parce que ça rend la chose publique, et je pense que, j'imagine, mais vous, à mon avis vous saurez mieux répondre que moi, que c'est plus difficile après de se mettre en avant. Justement, c'est vrai que ce qui se passe, et il y a un élément qui est important juste auparavant, c'est qu'en fin de compte il n'y a pas d'information. C'est-à-dire que lorsqu'on a cette situation, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche, mais après...
on n'a pas les éléments. Moi, je sais que pour avoir, notamment quand j'ai attaqué la banque, j'avais une protection juridique. Heureusement que j'avais ce service-là qui m'a permis de pouvoir engager des procédures juridiques et notamment d'avoir un avocat. Parce que quand on se retourne vers le système judiciaire, mais c'est la croix et la bannière pour avoir des informations. Et notamment dans le cadre d'une discrimination qui va être liée à l'orientation, soit par rapport à la maladie, soit par rapport à la sexualité. Et c'est très compliqué. Donc, moi, je me rappelle au début, je me suis dit, mais devant un mur, quoi. Comment je vais faire pour pouvoir contourner? Et j'ai eu la présence d'esprit de me dire, et c'est pour ça que je lance l'information aussi, si vous avez une protection juridique et que vous êtes dans ce cadre où vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relationnel professionnel et autres, et qui serait peut-être lié à cette discrimination liée au VIH, n'hésitez pas à entamer une procédure. Moi, j'ai eu trois je vais faire très court, mais trois jugements. Les 2 premiers ont été ajournés pour vice de forme. Et le 3e, l'avocate a réussi à mener l'affaire en 9 mois. Il n'y a pas eu de publicité, si on peut parler ainsi. Il n'y a pas eu de comment on peut dire? Ce que tu disais, Momo, tout à l'heure, de diffusion de l'identité. Ouais. Voilà. Et ça, c'est important parce qu'on peut demander à l'avocat d'être anonyme pour préserver notre intimité. Voilà. Moi, personnellement, j'étais déjà témoigné en visage découvert. Donc, j'ai dit, Banco, vous faites... je lui dis à l'avocat... C'est pas pareil. Voilà. C'est pas pareil. Il n'y en a pas beaucoup qui se dévoilent. Et justement, par rapport à ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir la parole, je dirais... pas médiatiquement, mais qui ne veulent pas s'exposer, sachez que si vous sentez que vous êtes en situation de discrimination, il ne faut pas hésiter à se rapprocher. Bon, il y a des points d'info droits, des choses comme ça, et normalement, eux sont en charge de vous trouver des avocats. Pareil, si vous avez des problèmes financiers, vous n'avez pas beaucoup d'argent, il existe des avocats commis d'office. Et ça, c'est important, il faut le savoir. Mais le problème, pour trouver l'info, c'est... Alors, je préviens déjà nos auditeurs que très prochainement, on dédiera une émission entièrement justement à l'accès au crédit des personnes séropositives parce qu'on sait qu'il y a des limites masquées surtout parce que au niveau du papier, de ce qui s'écrit, des droits, apparemment, il n'y aurait aucune discrimination, mais on sait que la réalité elle est bien différente. On va revenir sur ça vraiment très prochainement. Pour revenir à l'enquête des SIDA Info Service, Fanette, au début, tu disais, intéressant, c'était de voir un peu quand même l'évolution des discriminations, sachant qu'il a eu des moments importants comme quand même la prise de conscience qu'une personne sous traitement ne peut pas transmettre les virus. Est-ce qu'on peut s'attacher sur quelque chose de positif ou ça reste vraiment un constat plutôt... Malheureusement, j'aimerais bien pouvoir répondre oui, mais malheureusement non. Les résultats prouvent qu'il n'y a pas de baisse flagrante des situations discriminantes vécues, que ce soit dans le domaine médical, et ça c'est quand même grave. Enfin, je veux dire, ça ne baisse pas. On a le domaine le plus souvent cité des discriminations vécues, ça reste quand même le domaine médical. On a le travail avec et la sphère privée. Un répondant sur 2 estime avoir déjà vécu des situations de rejet dans la sphère privée. Et on a 2 sur 3 dans le domaine professionnel. C'est énorme. Dans le domaine médical, sans surprise pour ceux qui savent un peu ce qui se passe, c'est les dentistes qui sont toujours majoritairement cités. Alors, il n'y a aucune spécialité vraiment d'épargnée, spécialité médicale. Ils sont tous plus ou moins cités. Mais donc voilà, c'est quand même important de le savoir que, a priori, spontanément, quelqu'un qui ne sait pas citerait pas forcément le domaine médical. Et en fait, si. C'est des situations qui sont quand même, je pense, en tout cas dans ce que disent les répondants, très mal vécues. Moi, si je permets de me rajouter, il y en a beaucoup aussi qui ne connaissent pas les modes de contamination. Ils parlent d'un VIH comme si c'était quelque chose, tu serres la main et puis c'est transmissible. Alors que c'est quelque chose qui date depuis des années et que même déjà à l'apparition du VIH, il y avait de la discrimination au sens où cette maladie, on ne la connaissait pas, on ne sait pas d'où elle vient. Et ça commençait à toucher déjà, ils disaient, les homosexuels et
et les étrangers, et les toxicomanes. Après, ça a été les migrants. C'est pour ça que les gens ont gardé ces préjugés que ceux qui ont le sida, ils sont ou homosexuels ou lesbiennes, ou c'est-à-dire ils sont pas hétéros comme les autres. Donc comme ils ne nous ressemblent pas, c'est une classe à part. C'est un peu comme ça qu'ils traitent le VIH. Pour illustrer ce que tu dis, Mohamed, hein, il y a un répondant qui cite un de ses dentistes en 2019, c'est-à-dire très récemment. Il cite son dentiste qui dit « Je suis d'accord pour vous soigner à condition que vous soyez le dernier patient de la journée car je dois désinfecter mon matériel 2 fois plus longtemps. » Exactement. Ça, c'est une discrimination masquée parce qu'ils ne disent pas forcément « ne venez pas », mais « venez à la fin ». Du coup... Et excusez-moi, je veux juste rectifier, j'ai dit 2 tiers des répondants dans le domaine du travail. C'est 1 tiers, pardon. C'est 1 tiers dans le domaine du travail et 1 sur 2 dans la sphère privée, 3 sur 5 dans le milieu médical. Ah, voilà, ça fait pas pareil. Excusez-moi, voilà. 3 sur 5, c'est quand même... C'est énorme. Bernard? Oui, moi, je me dis, comme peut-être que Fanette va le dire plus tard, je crois qu'il faut continuer quand même à l'information, dire que quand on a la charge virale indétectable, on ne transmet pas. Je crois quand même que plus on le dira, plus les gens seront informés, plus les personnes vont témoigner aussi, les personnes qui vivent avec le VIH vont témoigner. Je crois que petit à petit, les résultats seront positifs. Effectivement, mais sur ce point-là, en fait, il y a un problème qui est... Je ne sais pas comment le dire, et qui est récurrent parce que là, nous, on le dit, on est dans le domaine, on le sait. Les personnes séropositives, ou dans le milieu dans lequel elles évoluent, ou même dans le domaine médical, je veux dire, on le sait. Mais le grand public le sait beaucoup moins. Et d'ailleurs, dans les témoignages des personnes qui ont répondu à l'enquête, à la fin, quand on laisse la possibilité d'ajouter un commentaire, c'est quelque chose qui revient, c'est-à-dire faites passer le message qu'une personne qui a une charge virale indétectable ne transmet pas le VIH. Le problème, c'est quand est-ce que ce message sera largement diffusé, c'est-à-dire hors de la sphère des... entre guillemets, je ne veux pas utiliser le mauvais mot, hors de la sphère des personnes séropositives, du milieu associatif, etc. Il faut vraiment que ce message-là, il passe les frontières des associations et... Parce que sinon, dans 2 ans, on refait la même enquête, on aura les mêmes résultats. Tout à fait. Mais c'est pareil, c'est pareil pour la prévention, hein. On sent une recrudescence des jeunes qui sont contaminés par le VIH, alors qu'on a dit faut se préserver. Après, ils ont tellement dit avec la trithérapie, il y a eu des avancées, on n'attrape plus le sida, que les gens ne se protègent plus. C'est simple, non, mais c'est bête parce que c'est... Mais ça si vous me permettez, ça fait partie du message global de la prévention et du travail des associations. Et ce que je trouve dommage, c'est que par rapport aux médias, comme pour saluer le travail qui est fait depuis des années sur ce thème-là, et qui est comme un thème de société, c'est quand même très important, ça ne date pas d'avant-hier, ça nous suit depuis, ça nous colle à la peau. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de excusez-moi du terme, mais de médiatisation. Ouais. Ces enquêtes-là mériteraient qu'elles soient diffusées dans le public, qu'elles soient dans les journaux, et voilà, de dire à un moment donné, voilà, il y a un travail qui est fait, voilà le constat à l'instant T. Moi, je trouve que ça, c'est dommageable parce que les médias, ils se disent, bon, le VIH, voilà, c'est moins... Moi, je l'ai entendu encore dernièrement, c'est quelque chose qui est moins porteur, qui est moins médiatique. Moi, je pense qu'une enquête comme ça, dans un journal, peut-être pas en une, mais en diffusion, je pense que ça ferait quand même réfléchir, et ça ferait peut-être bouger aussi les lignes un petit peu plus haut aussi. Et ce que tu disais par rapport à la diffusion en dehors de notre, de notre milieu, de notre sphère, en fin de compte, je trouve que ça serait très important parce que les gens prendraient peut-être conscience de ce qui se passe. Et ça rejoint un peu ce que disait Bernard, ce que disait Momo, c'est qu'à un moment donné, le VIH maintenant, c'est bon, voilà, on a un traitement, pourquoi vous râlez encore, pourquoi vous continuez à être vindicatif alors que tout va très bien. Enfin, tout va très bien, entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez un traitement, votre charge virale est indétectable. Ouais, mais attendez, derrière, on continue. On a la chance de pouvoir vivre ou de survivre. À un moment donné, il faut aussi nous donner les moyens de le faire. Voilà, il y a le vivre avec. Et le vivre avec. Et ça fait ces enquêtes-là, ça fait partie
Et ça devrait être diffusé vraiment dans les médias pour faire réfléchir. Oui, je vais juste reprendre la parole parce qu'on sait que déjà pour cette émission Vivre avec les VIH, nous sommes à l'antenne sur 12 radios partenaires en toute la France et j'espère vraiment qu'on a la chance que quelqu'un qui nous écoute apprendra peut-être aujourd'hui qu'une personne avec une charge virale indétectable ne transmet pas le VIH. C'est déjà une grande victoire, mais c'est ce qu'on essaye aussi avec cette émission. On doit aller vers la fin de cette partie dédiée à cette enquête menée par SIDA Info Service. Je vais juste parler d'un dernier point qui m'avait touché en lisant les questions. Une question qui revient dans les questionnaires, c'est parler ou pas de sa séropositivité. Est-ce que si une personne dit d'être séropositive, ça change beaucoup dans sa vie ou non ? Alors, de ce que j'ai pu analyser un peu des réponses, oui, il y a le fait de parler de sa séropositivité implique quand même bien souvent que la personne est soutenue. Si elle en parle dans sa sphère familiale et que les personnes réagissent bien, on constate que quand même les personnes se sentent un peu plus moins vulnérables en tout cas. Maintenant, il y a peu de personnes qui disent avoir regretté d'avoir annoncé leur séropositivité, mais il y en a quand même. Parce que, effectivement, le fait de l'annoncer, on s'expose quand même à ces situations de discrimination. Donc, après, je pense que ça, c'est une question qui est très difficilement quantifiable parce qu'on pose la question justement pour avoir des repères un peu qualitatifs, savoir comment les personnes le vivent, d'en parler ou pas. Mais bon, au niveau chiffre, c'est pas toujours facile de répondre très strictement à la question. Une dernière question, pardon. Oui, je voulais juste préciser une chose justement par rapport à tout ce qui est chiffres. Et puis tout à l'heure, Christina, tu m'as demandé s'il y avait quand même une note positive. Oui, il y en a une. Quand on demande aux personnes qui ont répondu à l'enquête, globalement, comment elles se sentent aujourd'hui, si elles sont plutôt bien dans leur peau, etc. La majorité des personnes se sentent plutôt bien. On a quand même plus de 2 tiers, enfin quasiment 2 tiers des répondants qui se sentent bien et qui sont plutôt optimistes par rapport à l'avenir, au niveau de leur état de santé. Je parle pas. Donc ça, c'est quand même bon. Voilà, il faut être un petit peu positif, c'est bien de le souligner. Et puis aussi, la dernière chose, et je ne veux pas être trop longue, mais par rapport à l'enquête, comme toutes les enquêtes de ce type-là, il faut voir que les personnes qui répondent sont des personnes aussi qui se sentent spontanément concernées. On fait une enquête sur les discriminations. Voilà, peut-être qu'une personne qui a vécu plusieurs situations discriminantes est plus encline à répondre. Bon. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il faut l'avoir à l'esprit quand même dans les chiffres qu'on donne qui paraissent parfois durs, etc. Ils le sont, je minimise pas du tout, ils le sont, c'est grave ce qu'on dit là, mais voilà, juste pour justement essayer de mettre une note un peu positive malgré tout. Oui. Je pense que pour les anciens VIH, ceux qui ont été contaminés assez relativement tôt, ils se sont fait une raison pour vivre avec. Mais ceux qui arrivent maintenant, ils le prennent autrement. Ça dépend. Je trouve. Maintenant, ils ne prennent pas avec quelque chose de dramatique, mais ils le prennent autrement que par rapport aux anciens malades. Bien sûr. C'est ça que je voulais différencier. Une dernière tour de table. Si Bernard ou Joël, vous voulez rajouter quelque chose ? Il se dispute les micros. Non, moi, ce que je voulais rajouter, c'est vrai qu'il faut quand même... Bon, il y a... Oui, la situation est compliquée, les situations restent les mêmes. Bon, voilà, comme je disais tout à l'heure, on a la chance de pouvoir être présent, d'être là aujourd'hui. Et bon, moi, ce que je dis, il faut continuer le combat, il faut continuer à annoncer qu'on est plus contaminant, qu'on a cette chance de pouvoir, notamment pour les couples, pouvoir avoir des enfants, de pouvoir faire tout ça. Maintenant, les problèmes de société, c'est... Il faut alerter un peu plus haut, il faut alerter vraiment ce qu'on appelle les bien-pensants pour dire à un moment donné, mais écoutez, ok, il y a eu beaucoup d'avancées, mais il faut continuer à travailler sur ça. Parce que je pense que, je sais pas si c'est relaté dans l'enquête, mais
moi, je me rappelle, il y a quelques années en arrière, le nombre de personnes qui pouvaient mettre atteinte à leur vie par rapport à ces situations-là. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu perds ton boulot, tu perds ta maison, tu perds tout ça. Et à un moment donné, la barrière peut être très, très difficile. Donc, c'est vrai que techniquement, dans ces situations-là où quand on sent qu'on est dans cet étau de la discrimination, où qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut prendre le relais et contacter les associations pour ça. Et je pense que d'avoir redonné le numéro de SIDA Info Service, de faire transmettre ces informations-là, le comité est présent aussi par rapport à ça, c'est de prendre contact avec nous pour essayer de déballer, enfin pas de déballer, mais de poser. Ça aide, un coup de fil. Voilà, ça aide parce que ça permet de poser. Bernard. Oui, je voulais remercier Fanette et dire que Aide a prévu une journée contre la sérophobie qui aura lieu peut-être d'ici 2 mois. Donc, l'association Aide a prévu une journée contre la sérophobie. Oui, on aura sûrement Je crois manière que de les en parler. résultats de cette enquête pourraient servir un peu pendant les résultats. Aide devrait se rapprocher de SIDA Info Service pour avoir donc les résultats de cette enquête. Et puis, ça peut être, comme Joël l'a demandé, un motif pour la sensibilisation grand public sur d'abord cette information, comme quoi quand on a la charge virale indétectable, on ne transmet pas la maladie par relation sexuelle, et puis informer le grand public sur les discriminations qui continuent à être vécues. Merci beaucoup à Fanette Blaiseau des SIDA Info Service. Ça sera quand la prochaine enquête? Est-ce que vous savez déjà? Non, malheureusement, non, on ne sait pas encore, il faut qu'on décide ça ensemble. Mais en tout cas, vous avez la primeur parce qu'on n'a pas encore publié officiellement les résultats. C'est parfait. En même temps. Voilà, et on les développera un peu plus. On va faire en sorte aussi d'informer le plus de médias possible. Merci beaucoup, Fanette. Merci beaucoup à Joël et Bernard parce qu'ils témoignent visage découvert depuis très longtemps. C'est vraiment très important. Merci de le faire et merci à Momo parce qu'il témoigne toutes les semaines dans cette émission. Avec sa présence, il est toujours fidèle. Vous êtes à l'écoute des Vivre avec les VIH. On va faire une petite pause musicale. À tout de suite. Hoy es la mañana, hoy se cumplen cuando más 6 semanas. 6 semanas que marchaste sin rumbo, 6 semanas que empezaste a cambiar. Si te llamo no contesta nadie, si te escribo no tengo respuesta. Si en ti pienso que estás contenta, muy contenta de seguir donde estás. Hoy muy temprano vi la escuela que a los dos nos vio crecer. Y caminé las calles de mi barrio, me senté en el parque donde te empecé a querer. Amanece bella es la mañana, hoy se cumplen cuando más 6 semanas. 6 semanas que no tengo tus besos, 6 semanas que no sé dónde estás. 6 semanas que no tengo tus besos, 6 semanas que no sé dónde estás. 6 semanas que marchaste sin rumbo. Y ahora llegó mi chocolate. 6 semanas que marchaste sin rumbo. 6 semanas
Et vous reconnaissez, c'est le moment des annonces du cœur. Vous allez sur le site comitedesfamilles.net et vous avez avec une adresse mail, un mot de passe, un pseudo. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez lire, répondre, échanger, trouver l'âme sœur, trouver une personne avec qui discuter. Et si vous n'arrivez pas, vous avez besoin d'aide, vous pouvez me contacter, Domade de Cristina, en appelant les 01 40 40 90 25. Je vais vous aider à publier votre annonce. Du coup, aujourd'hui, je vais vous lire quelques messages, mais pour les contacts, rendez-vous sur notre site. Salut, je suis un homme d'origine mauritaine. Je vis en Île-de-France depuis 32 ans. J'ai fait 1m80, célibataire sans enfant, avec une situation professionnelle stable en toi. Je suis un peu timide, avec un beau cœur. Je cherche une femme pour profiter de la vie. Une femme simple qui aime la famille et qui soit dans la région parisienne. Chère dame, au plaisir de vous lire. Et c'est le moment de Rabi, africaine de 47 ans, cherche homme entre 50 et 60 ans dans le Loiret, dans les 45, pour s'aimer toute la vie, 1m63 pour 70 kilos. Excusez-moi, j'ai toujours des problèmes avec les chiffres. Je suis belle, intelligente et autonome. Merci, Rabi. Et c'est le moment des Nyota. Je suis une dame belgo-congolaise vivant et travaillant en Belgique, souhaitant rencontrer son prince charmant pour briser les silences autour de cette maladie et vivre dans la joie. Pas moins de 50 ans, s'il vous plaît, et pas en dehors d'Europe. Merci. Et là, c'est le moment de Myriam. Je suis née en France d'origine ivoirienne, j'ai 38 ans. Je suis de confession musulmane et pratiquante. Une grande ouverture d'esprit. Je suis charmante, de corpulence normale, mesure 1m61, indépendante, sportive, aime voyager, en bonne santé, bon suivi médical. Jeune fille de 4 ans qui est en bonne santé. Je recherche un homme responsable, ayant la tête sous les épaules, conscient, pour aboutir à une relation réelle, ayant du respect de son prochain. Les plaisantins, veuillez vous abstenir, je n'ai pas de temps de jouer. Merci. Et je termine avec Blazo. Je suis d'origine africaine, plus précisément du Cameroun. Je réside en Amérique du Nord. J'aimerais faire la connaissance d'une femme entre 30 et 40 ans pour une relation durable et sincère. Pour plus d'infos, ça se fera inbox. Et je profite parce que Bruno, il nous a rejoint au plateau. Il veut prendre la parole au niveau des annonces du cœur. Oui, un petit coucou. J'ai vu la lumière, je me suis arrêté pour venir saluer tout le monde. T'as bien fait. Comme je suis tombé en même temps que la rubrique du cœur, c'est juste pour dire que dans moins d'un mois, ça sera notre soirée C'est romantique Saint-Valentin. Donc, ouais. Rendez-vous. Je pense qu'on en reparlera d'ici là. Mais voilà, c'est dans moins d'un mois, le 14 février. Alors, et Bruno, c'est bien que tu sois là parce que justement, je vais les lire une information que c'est justement toi qui nous l'as signalé. Nouveau protocole pour alléger le traitement des nouveau-nés des mères séropositives. Des scientifiques ont mis au point un protocole capable d'empêcher la formation du réservoir viral en une seule dose chez les singes qui avaient été exposés au virus du sida. À terme, cette découverte pourrait alléger le traitement des bébés nés d'une mère séropositive. Ils ont travaillé sur des jeunes macaques infectés par voie orale par les VIH1, la forme similaire du virus pour les singes. Et leur administrant une combinaison de 2 anticorps 30 heures après les avoir exposés au virus, ils ont constaté que la dose unique suffisait à bloquer son entrée dans les cellules immunitaires. 6 mois plus tard, les macaques étaient toujours protégés. Des résultats prometteurs. En revanche, si les scientifiques attendaient 48 heures avant d'administrer 4 petites doses du même anticorps, la moitié des bébés macaques développaient le VIH. Enfin, les macaques qui recevaient les traitements standards actuels contre le VIH ne tombaient pas malades quand le traitement de plusieurs semaines commençait 48 heures après l'exposition au virus. Du coup, merci beaucoup à Bruno pour cette information parce que ça nous donne de l'espoir. Oui, c'est vrai que j'essaye de relayer
comme je suis pas mal sur les réseaux, donc j'essaie de relayer voilà, les infos, les innovations. Et non, bah voilà, moi je trouve que ça va dans le bon sens. Hein. Oui. Merci beaucoup. Et juste parce qu'aujourd'hui, on parlait des discriminations, écoutez une bonne nouvelle, que ça vient du Royaume-Uni. Un homme séropositif autorisé à devenir pilote de ligne après des années de lutte. L'autorité britannique de l'aviation civile a refusé d'accorder les certificats médicaux nécessaires pour voler aux candidats séropositifs. Un Britannique séropositif a obtenu le droit de devenir pilote de ligne après un long combat pour contester les règles en vigueur de l'aviation civile. James a ainsi effectué son premier vol avec la compagnie aérienne écossaise Loganair, basée à Glasgow, 5 ans après avoir appris qu'il était porteur du virus du sida. Cet homme de 31 ans, originaire du centre de l'Angleterre, a dû se battre avec les autorités de l'aviation pour compléter son cursus. En 2017, il avait renoncé en formation des pilotes chez EasyJet car l'autorité de l'aviation civile n'avait pas voulu lui accorder les certificats médicaux nécessaires pour voler. Selon l'aviation civile, du coup, le Royaume-Uni était tenu de suivre les règles établies par l'autorité européenne de la sécurité aérienne, qui l'empêchait de délivrer les certificats aux candidats séropositifs. Face à ce premier refus, James a alors fait valoir que cette règle était discriminatoire. Soutenu par une association, puis par le gouvernement écossais, il a fini par plier à sa situation. Joël, c'est assez parlant cette information, c'est exactement le cas. Oui, c'est justement, je voulais juste en parler. C'est vrai que tu fais bien de mettre ça en avant. Vous voyez qu'en fin de compte, il a réussi, en fin de compte, grâce à l'aide des associations et à sa pugnacité aussi, de pouvoir avoir réussi et d'avoir fait reconnaître cette discrimination. Donc, ça montre aussi un message d'espoir. C'est vrai que tout à l'heure, on a parlé de chiffres, on a parlé des choses qui sont plus ou moins agréables. En termes de discrimination, je parle bien entendu. Ça prouve que si on est dans cette situation-là, il est important de pouvoir mettre en place une action pour réparation. C'est-à-dire que la personne qui est en face, qui est discriminante, techniquement, c'est passible de pas de répression, mais c'est passible donc de poursuite. Oui, de poursuite, et de faire en sorte que sur cette discrimination ou ce refus, ça peut être une augmentation, ça peut être des dégradations de poste ou même des refus de prêt. On a la possibilité d'avoir gain de cause, on a la loi avec nous. Et c'est pour cela que même si c'est difficile, même si c'est compliqué à mettre en place, on a des aides autour de nous. On a SIDA Info Service, on a ACT UP, on a des structures associatives à côté qui sont à même de pouvoir nous aider. Donc n'hésitez pas dans ce cas-là à prendre contact avec eux, à exprimer ce que vous avez vécu. Parce qu'en fin de compte, comme le disait tout à l'heure Momo, c'est que quand on est dedans, quand on est dans cette discrimination, quand on est en fin de compte, quand on subit la discrimination, on n'a plus le regard nécessaire pour respirer, pour pouvoir se dire à un moment donné qu'est-ce qui se passe. Et ce regard extérieur va nous permettre de pouvoir mettre en place ces actions. Et là, l'exemple. Cette superbe nouvelle de ce pilote de ligne prouve qu'en fin de compte, on peut aller très loin et on peut faire valoir nos droits par rapport à l'entreprise, par rapport à beaucoup de choses. Tout à fait. Bruno ? C'est vrai que ça me fait penser que moi j'ai une anecdote qui me revient pareil au comité. Ça m'est arrivé de rencontrer des militaires, des agents pénitentiaires qui sont séropos et qui pour autant ne doivent rien dire, même changer de boulot. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire et des fois ils sont même confrontés à des personnes séropositives ne pouvant rien dire. Et puis juste 2 mots, je pense que vous en avez parlé. J'ai été aussi très choqué par la petite polémique qu'il y a eu dernièrement, enfin ce week-end dernier avec la police. Donc pareil, je pense qu'il faudrait aussi faire quelque chose à ce niveau-là, quoi. Un petit mot sur cette polémique parce que nos auditeurs à l'antenne ils ne connaissent pas forcément. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en quelques mots, parce qu'on a vraiment, il nous reste quelques secondes. Quelques mots. Ce qui s'est passé, c'est qu'en marge des manifestations à Paris des Gilets jaunes, donc il y a une personne, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui a été pris à part, qui a été mis de côté. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Bon, il paraît qu'il semblerait qu'il ait jeté une bouteille sur les policiers et autres. Il a été plaqué au sol, il a été tabassé. Excusez-moi du terme. Donc ça, c'est les vidéos qui circulent par un policier qui, lui, en fin de compte,
a justifié son geste parce qu'il a tapé plusieurs fois. Soi-disant, il a donné des gifles, mais c'est plutôt des gros coups de poing. Bref, je ne suis pas là pour interpréter. Et en fin de compte, il a juste exprimé, c'est que la personne qui était au sol lui a dit de toute façon, je suis séropositif, je te crache au visage et tu vas crever. Enfin bon, j'utilise les termes qui sont utilisés, excusez-moi, de la violence. Et donc là... Et derrière, il y a eu une grosse polémique. Tout le monde s'est emparé de ça en disant que maintenant, les manifestants, pour pouvoir se défendre, prenaient en fin de compte la situation de personnes séropositives en disant, de toute façon, maintenant, l'arme, et ça a été utilisé sur Twitter, je l'ai vu, la nouvelle arme pour les manifestants, c'est de dire qu'ils ont le sida. Moi, je suis désolé, mais j'ai rétorqué qu'à un moment donné... c'est du n'importe quoi. On revient à des situations antérieures où le fait de contacter ou de toucher une personne, je ne sais pas trop ce qui s'est réellement passé. Il avait la bouche en sang, oui, c'est vrai que... Voilà, et la personne, en fin de compte, s'est montée en épingle. Et comme tu le disais tout à l'heure, ça fait une polémique et ça nous remet sur le devant de la scène encore une nouvelle fois en étant... je ne sais pas trop pourquoi il a dit ça, peut-être que c'est une stupidité ou autre. Mais oui. Voilà, est-ce que... Bon, on y est revenu, juste pour rebondir encore sur cette question, mais on est vraiment arrivé à la fin de cette émission. Je voudrais vraiment remercier tous les participants de cette émission, Momo, Fanette, Joël, Bernard et Bruno, qui sont restés jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci pour votre participation. Merci. Rendez-vous à Vivre avec les VIH la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci.